L'agrivoltaïsme en France aujourd'hui, c'est 1000 installations en autoconsommation, 500 hectares en champs et 300 hectares en serre. Voilà pour les chiffres. Combinaison donc gagnante entre production d'électricité et exploitation agricole sur une même surface. Cette technique, l'agrivoltaïsme, a le vent en poupe auprès des agriculteurs. La Fédération française des producteurs agrivoltaïques a donc décidé de mettre en avant la parole de ces agricultrices et des agriculteurs porteurs de ces projets originaux, tout en rappelant que le nouveau cadre légal et réglementaire sanctuarise le fait que l'agrivoltaïsme, c'est avant tout de l'agriculture, et ça c'est important. Alors, quels sont les bénéfices de cette technique? Quels peuvent être également les freins rencontrés? Parce qu'il y en a dans le cadre du développement d'un projet autour de l'agrivoltaïsme. C'est ce qu'on va voir tout de suite, une grande diversité de projets au travers de profils très différents avec mes invités que je vous présente sans plus attendre. Loïc Dauchy, bonjour, vous êtes agriculteur et vous vous êtes engagé dans un projet agrivoltaïque collectif, c'est ce qui est important et original, novateur, Agrimo, dans Lyon avec IBEVOG. Donc on va voir ça dans un instant. À vos côtés, Patrick Solier, bonjour. Vous êtes éleveur bovin et caprin en Aveyron et vous êtes, vous et votre fils Vincent, qui est là dans la salle, accompagné par Terraven sur un portage foncier et un projet agrivoltaïque sur une propriété dans le Tarn-et-Garonne. Avec vous, on va évoquer donc l'agrivoltaïsme au service de la transmission et de l'installation. On va parler également de l'agrivoltaïsme pour protéger les troupeaux avec le témoignage d'Hugues Trameau. Bonjour Hugues et bienvenue. Vous êtes éleveur pionnier en agrivoltaïsme basé dans Lyon, au sud d'Auxerre. Et vous êtes par ailleurs vice-président de la FFPA. Vous connaissez donc bien tous ces enjeux liés à l'agrivoltaïsme. Enfin, on va évoquer l'agrivoltaïsme au service de la reconversion professionnelle à impact avec le parcours inspirant d'Audrey Juliac. Bonjour Audrey, merci d'être là. Vous êtes présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques. Vous êtes ancienne physicienne, donc on est en pleine reconversion et vous vous engagez dans un projet pour une agriculture résiliente. Alors merci d'avoir répondu tous présents à cette table ronde. Je voudrais qu'on démarre la discussion avec vous, Loïc, si vous le voulez bien. Je l'ai dit, un projet agrivoltaïque collectif, novateur avec IBEVOCT. Loïc, vous êtes céréalier, vous êtes agriculteur, vous faites de la céréale, colza, tournesol, un peu de pois, du blé et orge d'hiver et de printemps. Et vous êtes établi donc à 30 km environ de Chablis dans le Lyon. Vous êtes impliqué dès le départ sur ce projet, puisque vous êtes le premier à être entré dans ce projet. Je crois qu'il y a 3 agriculteurs qui se sont unis. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste ce projet novateur. Ce projet novateur, en fait, je l'ai instruit dû aux difficultés agricoles qu'on connaît, Ouais. avec des prix planchers au niveau des céréales et malheureusement des charges qui augmentent de plus en plus. Donc en fait, la pérennité d'exploitation s'en retrouve, enfin, oui, Malmenée. voilà, tout à fait. Mm. Et du coup, l'exploitation aussi a plusieurs types de terres, dont un tiers de terres extrêmement mauvaises qui sont difficilement cultivables, dues aux aléas climatiques, notamment la sécheresse et les coups de chaleur. Donc en fait, j'ai décidé d'essayer de pérenniser surtout ces surfaces-là. Mhm. En amenant de la culture sous panneaux qui permettrait en fait, de par les panneaux, en fait, un écran, enfin, un ombrage. Et, euh, et, euh, et, et par la suite, en fait, j'avais un voisin qui était jeune agriculteur qui voulait aussi rentrer dans ce projet, mais le cadre ne lui permettait pas. Donc, en fait, j'ai décidé de dégréver 20 hectares de ma production et pour pouvoir lui pérenniser aussi son Lui, de son exploitation. côté, ne pouvait pas Non, en fait, adhérer à un projet seul. il y a un projet éolien et en fait, l'éolienne qui est à côté dans sa parcelle, en fait, empêche le zonage dans ses champs à lui. D'accord. Et vous êtes 3. Oui, on est 3. Un autre agriculteur qui a, lui, un projet de morille et qui est pareil, limitrophe sur les terres. Et on l'a aussi demandé de venir pour avoir un projet collectif. Qu'est-ce que ça apporte l'idée du projet collectif finalement? Bah, d'une pérennisation de nos exploitations, parce que enfin, tout type de culture confondue, je pense que l'agriculture aujourd'hui, malheureusement, souffre beaucoup de problèmes de revenus. Je pense que quel que soit le type de culture ou l'orientation qu'on a, on a vraiment un problème de revenus au niveau de l'agriculture française. Ce projet, concrètement, il va s'établir où?
Et ben, enfin, sur les terres de l'exploitation, donc dans l'Yonne, sur De des terres. votre Voilà, exploitation? c'est ça. D'accord. Alors, il n'est pas construit, hein, ce Non, projet. Il non. est en cours d'instruction, je Oui, ça crois. fait Prochaine déjà. étape, c'est Oui, quoi? bah, prochaine étape, c'est l'enquête publique. Ouais, On d'accord. est déjà passé à la CDP9, donc et après ça, on espère le permis de construire. Donc voilà, vous êtes en attente du permis de Tout à construire. fait. Ensuite, il faudra passer la commission de régulation de l'énergie. Ensuite, il y a des signatures de contrats pour acheter le matériel et commencer les travaux. Donc tout ça, Tout ça à nous fait, c'est amène long. à quel horizon? Bah, pas avant 2028, si mes informations. 2028. Est-ce que c'est pas un délai quand même très Ah, long si, pour se si, projeter, en tout fait, à fait. Loïc? Ouais, Au niveau, enfin, de la vie d'un agriculteur, c'est des délais qui sont beaucoup trop longs. Et sachant que ça fait déjà 4 ans qu'on est parti, moi je suis parti dans le projet en juin 2020, donc donc c'est bien trop long. au total, ça fera quoi? 8 ans Bah, 8 ans, de votre au vie, minimum. ouais, pour attendre vraiment les résultats. En quoi vous diriez, Loïc, que ce projet, est vertueux? Bah, parce que enfin, nous, on a décidé de garder les productions comme elles étaient à la base. Et ça peut aussi amener de la biodiversité, parce qu'on va avoir du coup 2 mètres de jachère sous chaque panneau. Donc je pense que ça va aussi amener de la biodiversité. Vous avez été accompagné, je l'ai dit en préambule, par IB Vogt. De quelle Oui. manière? Comment s'est passé, Bah, au tout départ, en ce fait, partenariat? j'ai fait une demande à la Chambre d'agriculture pour avoir plusieurs apporteurs de projets. D'accord, Et étant donné que je connaissais pas réellement ni le monde, enfin, on n'est pas, en tant que simple agriculteur, entre guillemets, on n'est pas armé pour toutes ces choses-là. bien sûr. J'en ai fait venir plusieurs et au départ, je vais vous dire simplement, j'ai regardé un peu ce qu'ils pouvaient m'apporter, mais c'est aussi le côté humain qui m'a plu, et étant donné qu'ils m'avaient prévenu que ce serait au départ 4 ans, on arrive sur 8 ans Ouais. au bas mot, il faut quand même s'entendre avec les apporteurs de projets. Donc qu'on soit clair, sur ce projet, d'un point de vue, financier, vous n'apportez rien, Loïc? Il Non. est, Oui, financé, oui, porté à oui, oui, tout à 100 fait. par Ibova. Oui. Ça, j'imagine que ça Ah vous ouais, bah, tire c'est une grosse épine du primordial. pied. Parce que, étant donné qu'on parle de problèmes de revenus et de compétitivité, si on doit aussi mettre de l'argent dedans, je pense que. Enfin, c'est pas de l'or, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est de l'enrichissement personnel par rapport aux agriculteurs. Et réellement, c'est vraiment pour faire Sûr. tourner enfin, entre guillemets, la marmite. C'est vraiment pas du. Alors ce projet, il faut le souligner, il est soutenu par les autorités locales. Pourquoi est-ce que vous y croyez autant? Parce qu'il y a rien de concret encore pour Ah l'instant. bah non, mais enfin, je pense que quand on se lance dans des projets comme ça, ici, on n'y croit pas un minimum. Mmh. Il faut, enfin voilà, moi Mordicus, j'y crois pour faire avancer le projet. Peut-être que je me trompe, mais j'ai réellement envie d'y croire et je pense que dans les régions en faible potentiel comme nous, ça devient vital. On reviendra vers vous tout à l'heure pour vous demander pourquoi se tourner vers ce type de technique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en attendez? Je voudrais qu'on donne la parole à Patrick, hein, Patrick Solier, parce qu'on va se poser la question de savoir si l'agrivoltaïsme peut être une piste face au changement climatique, mais surtout au service de la transmission, je l'ai dit, et de l'installation. Votre projet, il est porté par Terraven. Il s'agit de la reprise d'une ferme de 117 hectares, je crois, dans le Tarn-et-Garonne, exploitée historiquement en maïs grain. Mais vous êtes pour l'instant installé en Aveyron. Alors racontez-nous un petit peu pour qu'on comprenne bien la genèse de ce projet. Donc l'exploitation aveyronnaise ne permettait pas l'installation de Vincent et ne permet même Vincent, pas. c'est votre fils? Oui, mon fils. Donc ne permet pas, même aujourd'hui, d'avoir assez de fourrage, si vous voulez, de qualité pour alimenter notre troupeau caprin et bovin. Donc par conséquent, on était à la recherche de terres. Donc ensuite, on a rencontré, en cherchant des terres, on a trouvé une agence Primoteria qui nous a fait visiter une exploitation où on s'est engagé un petit peu pour l'achat de l'acquisition de l'exploitation après la visite. Les taux d'intérêt sont passés de 1 à 4 %. Donc ça nous a relativement freiné. Et entre-temps, on a pris contact. Donc Primoteria nous a fait rencontrer Terraven. Et Terraven nous a fait une proposition, c'est d'acquérir l'exploitation, de nous la laisser, de l'acquérir très rapidement. Contrairement à l'attente, nous, en tant qu'agriculteurs, c'était extraordinaire. On travaille déjà les terres. Voilà. Sous forme de commodat, on aura l'exploitation à travailler pendant plus de 5 ans. Et ensuite, après, d'entrée, il nous avait dit, en fait, l'issue du portage, c'est apporté après sur de l'agrivoltaïsme, sur une partie de la structure. Donc, vu qu'ils nous ont porté les fonds et cette facilité,
Et bien après, voilà, on est rentré dans le système et on va aller au bout de toute l'histoire, arriver au bout de l'agrivoltaïsme. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, quoi, en fait. Ouais. Aujourd'hui, Terraven nous porte les fonds, nous permet de travailler les terres là, aujourd'hui, quoi, à l'instant T. Et le Tarn-et-Garonne, c'est parce qu'il n'y avait rien de disponible en Alors, Aveyron? L'Aveyron, très, très compliqué, Ouais. beaucoup d'installations. Et en fait, on est quand même sur des parcellaires très morcelés. C'est difficile de trouver du foncier, voilà. Donc, portage foncier long terme avec option d'achat, Oui, exploitation immédiate des terres, oui. ça vous l'avez dit, et puis développement du parc agrivoltaïque. Dans Sur un quelle deuxième temps. surface? Sur une trentaine d'hectares. D'accord. Où est-ce qu'il en est ce projet aujourd'hui, Patrick? Vous en êtes où? Là, on est en fait, Terraven est sur la veille de l'acquisition du foncier. On est à quelques mois, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte justement cet accompagnement de Terraven? Ah ben, sur les fonds, voilà, ça nous a permis de rentrer dans les terres. Ça nous apporte plusieurs choses déjà. Mais, donc tous les fonds, en fait. On va avoir un partenariat donc, sous forme de Comoda pour travailler les terres. Et ensuite, ça me permet aussi, en fait, de Vincent à acquérir l'exploitation en direct. L'idée départ, c'était d'acheter, donc j'ai plusieurs enfants, et après de transmettre. Là, en l'occurrence, on va tout mettre en œuvre pour que ce soit Vincent qui achète les terres par la suite. Est-ce que sans Terraven, ça aurait été possible de mener cette aventure À avec du 1%, recul? 1%, oui, à 4%, non. Pardon? À 1%, Ouais, les taux d'intérêt, oui, oui. à 4%, non. D'accord. Ok. Même question que pour Loïc. Il sera effectif à quel horizon ce projet? Je pense Encore à quelques années? plus de 5-6 ans, je pense. Encore 5-6 ans. Oh, je pense, oui. Même question, est-ce que c'est finalement pas la complexité de la chose, d'arriver à se projeter concrètement sur quelque chose qui a un horizon de quelques années? Nous, en ce qui nous concerne, en tant que voilà, agriculteurs et en travaillant les terres, le projet, nous, on y est à l'instant T. Terraven nous porte les fonds, achète le foncier et nous permet de travailler les terres. Donc la deuxième partie, en fait, on a le temps ou pas le temps, mais nous, on a le temps, en fait, puisque c'est pas nous qu'on va la financer ni quoi que ce soit. Et puis en Donc, attendant, vous avez une et activité à faire tourner. on a une activité qui à faire tourner, qui tourne et qui plus est, déjà, on approvisionne nos animaux avec la marchandise qu'on récupère du Tarn-et-Garonne. En quoi est-ce que ce projet vous paraît vraiment vertueux aujourd'hui? Pertinent? Alors, je pense que de toute façon, je veux dire pertinent, en fait, au sein des collectivités, pour avoir fait des réunions en mairie sur la petite commune, ce que ça va apporter, je veux dire, en termes d'énergie et le coût d'électricité qui est produit dans ce concept, sachant que sur 30 hectares, ça, c'est le parc, mais la partie représente que 3 hectares et demi. Donc, je veux dire, de panneaux, en fait, non exploités. Donc, au final, ce que ça apporte à toute la collectivité, les communes, les cantons, etc., je veux dire, il y a eu des remontées économiques qui retomberont sur le canton, sur la commune. Moi, je pense que c'est, dans tous les cas, je pense que c'est vertueux. Qui plus est, sur la structure, nous, on a une partie, toute l'exploitation est irrigable et sera aménagée pour l'irrigation sous panneau. Donc, voilà. À l'un et à l'autre, quand même, vous avez avancé les yeux fermés en étant accompagnés à 100%, l'un par Terraven, l'autre par IBVOT. Quels ont été quand même les écueils? Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur le parcours, au long du parcours, depuis le début de l'aventure? Non, c'est des changements, des fois des changements de plan, mais pas de difficulté par rapport aux apporteurs de projets. C'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de cadre et on navigue un peu à vue, quoi. Donc c'est surtout ça qui est, je trouve, compliqué. Et on n'a pas forcément, comme vous dites, de point de mire avec ni la certitude que le projet se fasse, ni la date de faisabilité du projet. Donc, c'est plutôt compliqué de ce côté-là. Patrick, vous n'avez pas l'impression, il n'y a pas de mise en danger en fait? Mise en danger, non. En fait, après, Terraven a fait les choses au mieux, hein. Il a consulté la SAFER, il y a plusieurs commissions qui sont passées. On est arrivé jusqu'à la commissaire du gouvernement et qui plus est a accepté le projet. Le seul bémol, c'est l'acceptation. Il y a eu un petit refus, si vous voulez, sur l'installation de Vincent en premier lieu, voilà, sur la structure. Donc, et elle a accepté en fait le développement, on va dire, ou l'agrandissement de l'ERL qu'on a en Aveyron avec le Tarn-et-Garonne. Mais le but final, si vous voulez, c'est malgré tout d'arriver à l'installation de Vincent, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que on fait confiance comme ça, sans avoir quelque chose de matériellement concret?
à Teraven, à Ibevogd, sachant qu'il n'y a aucun retour aujourd'hui, hein, c'est vraiment... C'est l'humain, c'est quoi? Bah, c'est notre lot quotidien, en fait, qu'on sème, enfin, dans n'importe quoi, en fait, on sème des plantes, on n'est pas sûr qu'on aille jusqu'au bout, peut-être qu'il y aura du jet, enfin bref, c'est notre... L'agriculture est faite ainsi, en C'est fait, on n'a jamais l'incertitude. on n'a jamais de certitude. Et dans n'importe quelle production, je pense que au niveau des ovins, ça doit être pareil. Enfin, On va entendre ça avec lui. Et Moi, c'est Patrick, un homme, une voix, une parole. En fait, je veux dire, dès la rencontre, en fait, Ouais. où ça accroche ou ça accroche pas, et si ça accroche, on y va. Voilà. et là, ça a été le cas. Et là, ça a été le cas. Avec le propriétaire, qui a eu une grande ouverture d'esprit aussi. Aussi, ouais, il a Et fallu. avec Stéphane Gros, représentant de Teraven, qui, en fait, de suite, ça a matché, quoi. Ça a matché de suite. Voilà. Merci, messieurs. Je voudrais qu'on entende à présent le témoignage d'Hugues Trameau. On va parler de l'agrivoltaïsme pour protéger les troupeaux. Vous êtes, Hugues, vous êtes éleveur pionnier en agrivoltaïsme. Vous êtes basé dans le Lyon, je l'ai dit, au sud d'Auxerre. Vous développez un projet ovin avec le distributeur Abowind, c'est ça? Abo Énergie maintenant. Oui, tout à fait. En quoi est-ce qu'il est vertueux, ce projet? Expliquez-nous en quoi il consiste et en quoi il est vertueux. Il est vertueux déjà parce que à l'origine, quand on a réfléchi à l'implantation de ce projet, on a entrepris de le mettre dans les zones à plus faible potentiel de l'exploitation. Et ça va permettre de maintenir une activité d'élevage dans des zones où auparavant on était en grande culture conventionnelle, où on avait une intensification qui était forte et où la réponse à l'intensification était de moins en moins bonne, efficace à cause du changement climatique. Et donc, ça évite. Donc, on a souvent des problèmes d'eau avec des résidus de nitrates et de pesticides dans l'eau. Ça évite donc d'intensifier des zones qui ne répondent plus au rendement comme ils le faisaient auparavant. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est par saison ombrière. Ça va te permettre d'apporter un service d'ombre donc à nos troupeaux de moutons qui alors qu'au premier abord, on peut penser que ça va surtout permettre de les protéger pendant l'hiver, mais je pense que le premier service qu'elles vont rendre, ça va être de protéger pendant l'été et les périodes de chaleur qu'on connaît de plus en plus importantes. Tout en générant de l'énergie propre. Tout en générant de l'énergie. C'est quand même pas négligeable. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée? Pourquoi? En fait, je suis voisin de Loïc et on a les mêmes problèmes de rentabilité dans nos zones. Dans notre zone, on a un voisin il y a eu un parc photovoltaïque qui s'était monté et qui a un petit peu défrayé la chronique. Et il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années. Et je me suis dit, si on veut arriver à faire accepter le fait de produire de l'énergie, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on peut également maintenir une production agricole. Et donc on a eu beaucoup de prospection pour des parcs éoliens depuis plusieurs années. Et un jour, à chaque énergéticien qui passait, je leur expliquais, si vous voulez, à côté des éoliennes, on met des panneaux et moi, on mettra des moutons dessous. Donc, je l'ai dit un petit peu à tout le monde, et puis jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui l'ait noté dans son coin et qui soit revenu vers moi en me disant, écoutez, monsieur Trameau, on peut réfléchir à monter un parc photovoltaïque, parce que la notion d'agrivoltaïsme, à l'époque, elle n'existait pas. Ouais. Et moi, j'ai appelé ça photovoltaïque avec des moutons. Et petit à petit, on a monté le dossier de cette manière-là. Parce que voilà, cette image avec le mouton, elle peut paraître peut-être un peu old school, non? Le souci, c'est que souvent, au tout début, on a monté, il s'est monté des projets photovoltaïques et les gens ont laissé divaguer des moutons sous ces panneaux pour les faire paître. Et en plus, le mouton n'a pas forcément une image d'agriculture moderne et intensive. Et ce qu'on s'est entaché à faire, c'est, comme les projets sont longs, en même temps que le projet agrivoltaïque a avancé, nous, on a monté notre troupe de moutons pour montrer qu'on n'entendait pas faire un élevage prétexte à ce projet agrivoltaïque. Et aujourd'hui, la production de moutons, le paradoxe, c'est que
Aujourd'hui, la production de moutons, elle est effective sur notre exploitation et elle est efficace. Par contre, le projet agrivoltaïque, il met tellement de temps à avancer que on a mis moins de temps à monter notre élevage de moutons qu'à monter le projet agrivoltaïque. En quoi consiste l'accompagnement d'Abowin sur ce projet aujourd'hui? Déjà, ce sont eux qui portent toute la dimension énergétique du projet. Parce que moi, je ne suis pas capable de porter un projet de cette dimension financière. En plus, il y a tout un ensemble de problématiques concernant les démarches administratives avec les études préalables à exercer et les différentes commissions qui sont trop lourdes à mon échelle. Et puis, moi, mon rôle, je le vois plutôt dans une sorte de co-construction avec eux, de manière à faire en sorte que ce monde énergétique et industriel arrive à rencontrer le monde agricole et arriver à une synergie entre les deux productions. Donc aujourd'hui, vous en êtes où et à quel horizon est-ce que vous allez pouvoir voir ce projet se concrétiser? Alors aujourd'hui, le permis de construire vient d'être validé. Il faut qu'on attende encore 4 mois par rapport à des éventuels recours. Un optimiste dirait qu'on pourrait avoir quelque chose fin 2025. Un raisonnable dira plutôt en 2026. Pareil, même question que Loïc et Patrick, ça fait pas trop loin pour se projeter? J'ai rencontré les premiers... j'avais commencé à évoquer les premiers balbutiements d'agrivoltaïsme en 2018. Voilà, donc ça fera 8 ans. Oui, c'est beaucoup trop long. Est-ce qu'il y a eu des écueils sur le long du chemin? Est-ce qu'il y a eu des freins? Qu'est-ce qui a été compliqué? Le plus compliqué pour un impatient, c'est d'avoir la patience. Ouais. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, et ça c'est un peu paradoxal, mais j'ai jamais... quand on monte un projet agrivoltaïque, ça peut paraître peu vendeur, mais je dirais on ne peut pas compter sur le projet pour pouvoir faire vivre l'exploitation à court terme. Il faut vraiment qu'on intègre ça dans un projet long terme et que ce soit quelque chose qui vienne si ça se passe bien. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi, messieurs, Loïc et Patrick? De toute façon, on n'a pas la certitude que le projet se fasse un jour. Donc, effectivement, donc vous mettez ça dans un coin de votre tête et vous vous concentrez sur vos activités respectives en vous disant ce sera un plus si ça fonctionne. Il faut orienter la ferme pour qu'elle puisse vivre en autonomie quand même. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement de ce projet? Quelles sont vos attentes? Même si c'est dans un coin de votre tête. Les attentes dans un coin de ma tête, par exemple en ce moment, je me dis tiens, si j'avais les panneaux, j'ai des agneaux qui vont être qui vont être à finir, donc qui sont pas tout à fait bons à produire et qui pas tout à fait bons à partir et qui je pense que les panneaux en ce moment ils apporteraient un plus. Donc je me dis je commence à réfléchir aujourd'hui à la manière dont je vais pouvoir intégrer l'utilisation du parc et l'optimisation zootechnique de mon élevage. Vous réfléchissez aux avantages du plein air versus bâtiment. Voilà. Ouais. L'avantage des panneaux, c'est que on a les avantages du bâtiment sans en avoir les inconvénients. Et ça, c'est quand même important. Vous me disiez, quand on a préparé cette session, l'énergie et le monde agricole sont deux mondes bien distincts. Il faut vraiment qu'ils arrivent à se rencontrer, à se parler davantage. Oui, il faut qu'on arrive à se parler parce que c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Nous, on est sur du vivant. Quand on est sur des animaux qui mangent des choses qui poussent sous les panneaux, c'est encore plus compliqué. Et il y a des fois des contraintes qu'on explique que j'ai expliquées quand on a mis en place l'utilisation du parc, où il a fallu expliquer à la personne qui venait prospecter, lui qui avait l'habitude de gérer des raccordements, des choses comme ça, lui dit non, moi mes moutons,
faut qu'ils aient de l'eau un petit peu partout pour pouvoir boire régulièrement, parce que si la parcelle elle fait 30 hectares, s'il faut aller boire à l'autre bout, elles n'iront pas, elles ne trouveront pas à boire. Et ce sont deux mondes qui se rencontrent, qui se parlent aujourd'hui? Oui, oui, Vous oui. sentez que ça, Oui, oui, non, ça bouge? il y a une vraie volonté d'avancer et d'évoluer de manière constructive, oui. Ouais, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Hugues. Je voudrais qu'on vous donne la parole, Audrey, pour parler de l'agrivoltaïsme au service de la reconversion professionnelle, parce que c'est votre cas. Je l'ai dit, vous êtes présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, vous êtes ancienne physicienne et vous vous êtes engagée dans un projet pour une agriculture résiliente. En quoi consiste ce projet, Audrey? Alors, c'est une installation, donc une installation, soit on a beaucoup de fonds, soit c'est pas le cas et on commence petit et petit à petit on rajoute des ateliers. Ça a été mon cas, donc aujourd'hui je suis uniquement entre guillemets en maraîchage bio avec donc en partie sous serre froide et en partie en plein champ, avec une volonté de développer aussi l'activité sur des plantes médicinales. Quelques abeilles également, enfin voilà, quelques ateliers qui se complètent. Alors les abeilles en particulier, c'est parce que entre les légumes et les plantes médicinales, ça fait beaucoup de monde à polliniser et j'ai pas forcément assez de pollinisateurs, donc j'ai rajouté, avec l'aide d'un apiculteur qui m'a enseigné un peu les rouages du métier, des travailleurs pollinisateurs en plus, parce que moi je pourrais pas le faire, pour augmenter ma productivité. Sans utiliser de méthodes plus invasives. Donc l'idée de l'exploitation, c'est ça. Sur cette reconversion, c'est vraiment l'idée que... Alors ça, c'est très personnel, hein, mais je trouve un manque de sens dans l'idée de travailler pour avoir de l'argent, pour acheter à manger. Je me dis, mais si je produisais à manger, on perdrait quand même un maillon. Bon, alors aujourd'hui, les légumes que je mange viennent majoritairement de mon champ, donc ça apporte deux choses. Déjà, c'est du circuit très très court. Ça fait des économies quand même. Et puis, ça m'oblige à une qualité aussi. Parce que moi, je n'ai pas très très envie de m'empoisonner, ni d'empoisonner ma famille. Donc, ça m'engage à une qualité. Et ça se ressent aussi avec... je fais uniquement de la vente directe et mes clients savent que je leur vends la même chose que ce que je mange. Donc, c'est un gage de qualité qui est très important. Comment on passe d'un ancien métier comme le vôtre, dans la bio, à ce que vous faites aujourd'hui? Quelle envie? Qu'est-ce qui a impulsé ça? Justement, c'était cette quête de sens, l'envie de travailler dehors aussi. Enfant, j'ai eu l'occasion d'aider dans des exploitations de la famille et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. J'avais envie de retourner vers ça, de retrouver ce sens-là. Mais aujourd'hui, s'installer en agriculture, c'est très compliqué financièrement. Alors déjà, il faut les compétences, il faut comprendre le monde agricole. Quand on n'a pas les codes, ça peut être compliqué. Je pense à ceux qui n'ont absolument aucun code, c'est très difficile. Comment on gère l'installation, comment on gère la MSA, tout ça, c'est déjà difficile. Mais alors en plus, quand financièrement, c'est un peu court, ça peut être vraiment une charge mentale importante. Et c'est là qu'intervient le projet agrivoltaïque, justement. Alors, comment est-ce que vous êtes aidé? Parce que vous êtes en phase d'installation, hein, je Oui. crois. Hein, c'est ça. Alors le projet agrivoltaïque va concerner les plantes médicinales, donc elles seront en interrang, avec deux variétés de plantes, une annuelle que je changerai tous les ans en fonction des besoins du marché et une vivace que je changerai moins régulièrement. Et alors comment je suis accompagnée? Mon développeur m'a aidé à faire en fait un bond en avant parce que je voulais développer cet atelier, mais je n'avais pas la capacité d'investissement pour irriguer cette partie-là de mon champ, pour avoir la pompe de relevage qui me permettait d'aller dans le bon fleuve pour irriguer. Je n'avais pas non plus les moyens de me payer le séchoir pour les plantes médicinales. Donc, tout ça, c'est mon développeur qui va le financer. C'est pas vous. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait. De même que la clôture, j'ai une pression de la faune sur mon exploitation qui est quand même assez forte. Du gibier, notamment des biches qui grignotent les pousses dès qu'elles sortent. Donc c'est très mignon, mais pour la productivité, c'est pas terrible. Et clôturer une exploitation chez moi, la ferme, elle fait 5 hectares et demi. C'est conséquent. Donc là aussi, j'ai une aide du coup de mon développeur qui est non négligeable. Donc ça me permet de faire un bond en avant. Et un loyer, je crois, c'est ça? Alors en l'occurrence, je suis agricultrice et propriétaire. Donc au titre du fait que je suis propriétaire, je perçois un loyer. Et en tant qu'agricultrice, je percevrai, une fois que le projet sera installé, une indemnité également, comme dans la majorité des projets agrivoltaïques. À quel horizon est-ce que ce projet va être concrétisé? Vous m'avez dit encore 7 ans à peu près. Ah oui, on a commencé en 2020, ça va être plutôt 2030. Alors, mon projet a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, il est purgé de tout recours. Donc, on pourrait, dans l'absolu, faire les travaux demain.
Et la question qui se pose, c'est celle du raccordement. Parce qu'on produit de l'électricité, c'est bien joli, mais il faut bien l'envoyer quelque part. Et là, j'ai la prise, mais je ne sais pas où la mettre. Voilà, aujourd'hui, on en est là. On attend que le raccordement soit possible. Et là, c'est RTE, Enedis qui gère ça, c'est d'autres échelles. Donc, on attend que le réseau soit suffisamment modernisé pour pouvoir être sûr de pouvoir brancher et donc lancer les travaux. Donc, c'est très chronophage tout ça quand même. Oui, c'est très chronophage. Ça dépend à quel point on accepte de s'y investir. Mais je pense que quand on est agriculteur et qu'en plus on est propriétaire de ces terres, on a à cœur de comprendre les contrats qu'on signe, de savoir ce qu'on fait. L'agriculture, c'est pas un métier qu'on fait 2 ans et puis ensuite on change. C'est une vie. C'est tous les jours, toute sa vie, dans son jardin, entre guillemets, qui est aussi son travail. Il n'y a pas Noël, il n'y a pas tout ça. On travaille tout le temps. Donc on n'a pas envie que ça soit mis à mal parce qu'on a mal lu un contrat et qu'en fait on se fait exproprier sans le comprendre. Donc lire ces contrats qui sont très abscons, c'est très long. Les comprendre, passer devant des juristes qui les comprennent, passer les commissions, suivre vraiment le projet, ça peut prendre énormément de temps. Alors, je l'ai dit, vous êtes présidente par ailleurs de la FFPA. Comment est-ce que la fédération aide? Comment est-ce que la fédération pousse auprès du législateur pour que les choses avancent? Alors justement, c'est pour ça que la FFPA s'est créée d'abord pour les agriculteurs comme moi qui voient des beaux amphithéotiques, rien que le terme, arriver et qui ne savent pas trop quoi en faire. Donc au bureau, Hugues en fait partie également, il est vice-président. On est tous agriculteurs porteurs de projets. Au conseil d'administration, on est majoritaire et on accompagne les agriculteurs de l'idée de peut-être un jour mettre un panneau dans leur champ jusqu'à prévoir dans les contrats le démantèlement de la centrale. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et la deuxième chose, on a passé de bonnes années, là, et c'est pas tout à fait fini, à établir un cadre légal et réglementaire qui n'existait pas, dans lequel on a entériné plusieurs choses, alors notamment le fait qu'une exploitation agrivoltaïque, c'est une production agricole significative et un revenu durable en étant issu. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir des panneaux dans un champ sans agriculteur dessous. C'est pas possible. Si c'est comme ça, on doit démanteler la centrale. Et ça permet d'être sûr que les terres qui sont agricoles ne vont pas devenir des terres industrielles avec juste de la production énergétique. Elles vont rester agricoles. C'est une des choses qui tenait beaucoup à cœur à la FFPA. Pourquoi finalement, en résumé, vous encouragez les agriculteurs à mettre des panneaux dans leurs champs? Pourquoi est-ce qu'un agriculteur ferait ça aujourd'hui? Alors, ça prend du temps, il y a des écueils. Alors, il y a plusieurs choses. On ne le fait jamais par hasard parce qu'effectivement, c'est un peu long. Il y a les problèmes pédoclimatiques. Alors, on en a entendu trois témoignages. Parfois, la terre ne peut plus répondre aux besoins de la production. C'est le cas de Loïc. C'est le cas, par exemple, de Loïc. Et alors là, soit on essaye de pousser la terre, mais où elle ne peut plus, soit on essaie de se reconvertir, mais il faut en avoir les compétences, il faut en avoir les moyens, soit on essaie de trouver tant bien que mal des solutions. Donc, par exemple, sur des terres qui ont tendance à s'assécher trop vite, on peut trouver un moyen de faire de l'ombre. Ce serait une bonne idée. Mais aucun agriculteur ne va mettre des parasols dans son champ. Donc là-dessus, les panneaux peuvent aider. Donc sur des problèmes pédoclimatiques comme ça peut aider. Pour les agnelages un peu difficiles également, ça peut être, du point de vue de la parcelle, ça peut aider. Et ensuite, du point de vue vraiment de la ferme, c'est une capacité d'investissement qui est supérieure et qui peut permettre... alors moi, je suis toute seule aujourd'hui sur ma ferme. Donc aujourd'hui, là, il n'y a personne sur ma ferme pendant 2 jours parce que je suis ici. Peut-être que dans quelques années, je pourrais avoir un salarié qui m'aidera si je me blesse, par exemple, si je dois aller à un salon ou si je veux prendre des vacances, tout simplement. Peut-être que je pourrais avoir un salarié avec moi qui m'aide. Quels sont finalement, Hugues, je pose la question à vous, mais les enjeux de l'agrivoltaïsme, selon vous, aujourd'hui? Les enjeux, c'est un des gros enjeux, déjà, moi, je pense que ce serait déjà d'avoir des projets qui soient moins longs à être instruits, parce que si ce sera difficile ce sera difficile de convaincre des gens à s'engager dans cette démarche si en arrivant, on leur dit, si tout va bien, dans 10 ans, vous aurez quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et là, on s'adresse au cadre législatif. Et ensuite, du côté des producteurs agrivoltaïques, je pense que l'enjeu, ça va être aussi à nous, qui sommes un peu qui sommes les premiers dans ce domaine, à être capables de montrer qu'on va pouvoir permettre
de conserver une production agricole effective sur ces terrains, dont effectivement, l'orientation va peut-être un petit peu changer, mais où elle restera quand même agricole. Et ça reste important par rapport à cet argument. Loïc, est-ce que vous nourrissez beaucoup d'espoir grâce à ce projet agrivoltaïque, justement Tout à fait, comme le dit Hugues, je pense qu'il y a des parties de l'exploitation qui finiront soit en jachère ou, jachère ou friche, mais c'est des parties de l'exploitation qui seront plus forcément rentables. Donc ça permet de maintenir dans ces zones-là et de pérenniser le reste de l'exploitation. Comment vous en êtes venus à vous tourner vers l'agrivoltaïsme tous les deux? Comment vous avez eu cette idée? Parce qu'on l'a dit, il y a quelques années, c'était pas du tout dans l'air du temps, quoi. Bon, Comment ça vous est venu? Je pense que c'est une réflexion un peu globale. On a entendu un peu parler, forcément on essaye de diversifier les sources de revenus et j'en ai entendu parler. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer Moi, c'est plutôt, en fait, apporte surtout de la diversité. Nous, en ce qui nous concerne, c'est quand même cette prise de Terraven, en fait, de s'investir autant sur l'installation de Vincent, de cet accompagnement. Et ensuite, par rapport à l'agrivoltaïsme, je ne vois pas, en fait, sur notre structure, en fait, une diminution ni de la production herbagère, ni quoi que ce soit. Et après, le bienfait que j'y trouve, c'est le coût de l'énergie qui est produit par ces panneaux. Voilà. Sachant que ça a une durée de vie qui est quand même limitée de 25 ans. Dans 25 ans, on n'est que de passage. Hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a des projets et je veux dire, c'est bête de Mais pas on est arriver aussi au bout. dans une réflexion de transmission, par Moi, vous, oui, quand même. tout à fait. Ouais, Oui, oui. ouais. On a beaucoup de questions qui sont arrivées et je vous remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui vous êtes connectés très très nombreux sur la plateforme. La première question, elle est pour Loïc. Quel est le nom du développeur solaire qui vous accompagne? C'est une question d'Oriane Potard. IBVopt. Voilà, on l'a dit, IBVopt, hein. Tout à fait. La seconde question de Damien Bayard. Le département de Lyon est donc très ouvert, point d'interrogation, ainsi que toutes les admins agricoles locales, point d'interrogation. Ça dépend. Département pionnier? Alors, pionnier, je pense qu'on n'est pas forcément un département pionnier par hasard. Hein. On est un département pionnier parce qu'il y a une très grosse partie du département, tout le sud du département, qui est en zone intermédiaire et où la rentabilité du système céréalier classique a été fortement remis en question. Et où du coup, on a cherché des solutions pour arriver à passer ce changement de paramètres qui est quand même pas neutre. Pour donner un ordre d'idée, en 20 ans, en 15 ans, on a perdu un tiers des ZPAC dans cette zone-là. Donc un tiers des ZPAC, une baisse des rendements de 40%, des prix qui baissent ou qui fluctuent fortement et des charges qui augmentent énormément. Forcément, le modèle classique qui était en place il y a 15 ans, il ne fonctionne plus. Et donc, on cherche des solutions. L'agrivoltaïsme, une réponse aux aléas climatiques? Ou une réponse possible? Oui, c'est une réponse possible, oui. Oui, c'est une réponse possible. Audrey? Oui. Alors oui et non. Seule. On sauvera pas l'agriculture et on sauvera pas le monde avec l'agrivoltaïsme, ça c'est sûr. Comme on le sauvera pas avec les voitures électriques ni avec ce sont des petits éléments qui mis bout à bout peuvent aider. Alors il faut maîtriser la consommation électrique, etc. Il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est un outil qu'on a la responsabilité de tester, en tout cas. Hein, je pense qu'on en est là. Et les agriculteurs en est toutes et tous conscients qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. On avait déjà plus le choix avant, alors c'est encore pire maintenant. On le sait parce que nous, dans nos champs, il n'y a pas la clim et il n'y a pas le chauffage. Donc on voit le changement climatique vraiment au jour le jour. Concrètement, Avant, on avait des années normales et de temps en temps une année exceptionnelle, dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, on a des années exceptionnelles, parfois une année normale. Ça marche comme ça. Une année exceptionnelle, d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça la réalité de l'agriculture. Les catastrophes, entre guillemets, c'est tout le temps. Donc ça demande de la résilience tout le temps. Ça veut dire de la diversité économique et ça veut dire essayer de faire en sorte que demain, ce soit un peu moins pire.
en tout cas que ça arrête de s'aggraver. Une question qui me vient en tête, est-ce que ça sous-entend, ces installations, des formations particulières sur la logistique, la technique? Est-ce que vous êtes accompagnés aussi dans ce sens, messieurs? Vous le saurez? On n'est pas arrivé à Vous n'y êtes pas encore, ouais. cette étape-là, mais je pense que nos apporteurs de projets nous donnent toutes les solutions. Ouais. Nous les apporterons, les solutions. Donc, si on a besoin de formation, on les aura. Ouais. Bien sûr. Une question qui s'adresse à vous, Loïc et Patrick. Quelles productions agricoles sont-elles prévues sous les panneaux? Question d'Oriane Potard. Moi, ce qui me concerne, en fait, c'est d'implanter des luzernières, en fait, et des plantes à fourrage, ouais. Et en plus, après, avec un petit peu de diversité, des cultures des céréales à paille. Mais surtout, on va baser sur de la protéine luzerne, quoi. D'accord. Voilà. Loïc? Au jour d'aujourd'hui, c'est les mêmes cultures Que ce que vous faites voire aujourd'hui? peut-être introduire des nouvelles cultures. Enfin, voir, je m'interdis rien, en fait. D'accord, ok. Quels sont les freins qui reviennent le plus souvent à ces différents projets? Une question de Damien Bayard. On en a un petit peu parlé, mais... Alors, il y a pas mal de choses. La première chose, c'est le frein que l'agriculteur peut se mettre à lui-même, de je ne suis pas capable de monter un projet agricole, je ne vais pas y arriver, etc. Donc, bon, ça, on peut passer au-dessus, on peut se faire accompagner là-dessus. Et ensuite, une fois que le projet est lancé, il peut y avoir de l'acceptabilité qui est compliquée parce qu'on peut avoir des réticences d'un point de vue paysager. Bon, voilà. Et ensuite, ce n'est pas le moindre, c'est l'instruction. On a une instruction qui est infiniment longue, avec des services de l'État qui n'ont pas forcément l'impression d'être dotés de tous les cadres aujourd'hui. On a encore deux questions fondamentales à régler, c'est celle du partage de la valeur et celle de la contractualisation. Et ça freine énormément, malgré la loi d'accélération. On a des administrations qui freinent quand même des quatre fers sur certains projets parce qu'elles ne savent pas quoi en faire ou parce qu'elles sont dogmatiques. Et ça, c'est pénible. Quand on est agriculteur et qu'on voit que les services de l'État locaux, les institutions freinent alors que nous, on a besoin que ça avance, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant. Question intéressante qui va nous permettre de rentrer un petit peu dans les détails, c'est de savoir comment ont été élaborés les projets agricoles par les exploitants eux-mêmes, grâce à leur vision, grâce à leurs compétences ou avec un accompagnement extérieur. C'est une question de François Delsigne. Qui veut répondre? Comment est-ce que vous avez travaillé sur le projet? Est-ce que c'est un travail avec Terraven, avec IBEVOG, ou est-ce que c'est vos idées, vos compétences? Comment ça s'est construit finalement? Un mélange des deux? Vos envies et... Oui, voilà, c'est ça, et ce qui est possible. Parce qu'entre les différentes structures, il y a des choses qu'on voudrait faire qui ne sont pas forcément possibles. Donc, en fait, on donne nos besoins et nos envies, et en fait, par rapport à leur technicité, ils nous disent ce qui est possible ou pas de faire, en fait. Patrick? Mais moi, ce qui me concerne, oui, en fait, il y a eu un partage au départ donc, de ce parc, et c'est d'améliorer par l'irrigation, puisque l'exploitation est à 100% irrigable. Et en fait, on tenait impérativement qu'on puisse irriguer en totalité le parc. Hugues, comment ça s'est construit? En concertation, voilà, où chacun expliquait ses problèmes, avec forcément la pose des panneaux, les raccordements électriques pour Abo Énergie. Et puis moi, j'ai commencé par lui expliquer ma manière de conduire mes moutons dans mes parcs, et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire se superposer ces deux filtres de production d'énergie et moi de parc pour les animaux. Voilà, mais si ça se fait en bonne intelligence, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, ça se fait très bien, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas une production qui devienne la priorité absolue et qui se fasse au détriment de l'autre. Mais ça se fait très bien. Oui. Audrey, comment ça s'est construit ce projet pour vous? C'est pareil, c'est une co-construction. Moi, j'avais cette envie de faire des plantes médicinales. Alors, à la base, mon développeur avait pensé à des panneaux plus hauts. Puis, quand j'ai parlé de la hauteur des plantes, ils ont revu la façon dont ils allaient implanter les panneaux, etc. Ça doit se faire comme ça. C'est les panneaux qui doivent s'adapter à la culture et pas l'inverse. Et puis, pour connaître les essences, pour savoir où mettre le séchoir, etc., il y a un bureau d'études qui est venu dans mon champ, qui a fait des prélèvements de sol, etc., financé par mon développeur, et qui m'a dit plutôt telle essence, pour le marché qui est autour de toi, peut-être plutôt telle variété, peut-être
mettre tes ruches à tel et tel endroit, etc. Donc c'est vraiment, ça se co-construit avec tous les acteurs qui font partie du projet et ça doit être dans ce sens-là. Donc ces deux mondes se parlent, ils se Oui. parlent plutôt bien et se Bien sûr. comprennent. J'ai encore beaucoup de questions. Merci à vous qui nous formulez vos questions sur la plateforme. Est-ce que vous pouvez bénéficier de la PAC sur des terrains agrivoltaïques? Alors à tous les deux. Oui, Oui. aujourd'hui, oui. Avant, c'était en question. Aujourd'hui, Oui. oui. Aujourd'hui, c'est confirmé, c'est un oui. Est-ce que le décret du premier semestre 2024 a freiné votre projet ou au contraire l'a accéléré? Une question de Guillaume Boujard. Alors, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre parce que il y a deux types de projets. Il y a les projets avant la loi, les projets après la loi. Ouais. Les projets qui sont, dont les demandes d'instruction ont été déposées avant la loi vont être instruits dans l'esprit de la loi, mais pas vraiment en suivant la loi mot pour mot. Et les projets qui ont été déposés ensuite seront instruits avec cette nouvelle loi. Donc, les projets qui sont déposés aujourd'hui, à partir de cette date-là, vont suivre le décret. Et est-ce que le décret va participer à accélérer les projets? Il est prévu pour, mais il est quand même assez technique. Donc, il va falloir que l'administration joue le jeu. Il va falloir que les développeurs acquièrent aussi de nouvelles compétences. Mais de tout ce que je connais, je leur fais pleinement confiance pour monter en compétences rapidement, puisque c'est dans l'intérêt de leurs entreprises et de leurs agriculteurs. Le maintien des cultures sous SICO et agriculture biologique est-il possible sous panneau aux yeux des organismes certificateurs? Question d'Antoine Houdy. Alors, pardon, c'est comme c'est très juridique, c'est moi qui réponds. Technique, ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Surtout ce qui est label rouge, etc., ce sont les carnets de ces labels qui font foi. Donc, en principe, le cahier des charges agrivoltaïque s'adapte. Donc, c'est parfois assez restrictif. Sur le bio, aujourd'hui, la position de la Fédération nationale de l'agriculture biologique est de dire que sous les panneaux, si ce ne sont pas des trackers, ce n'est pas de la production en agriculture biologique. Donc, on est en train de discuter avec eux parce qu'on ne comprend pas bien cette position, mais voilà, le débat est ouvert. On a eu pas mal de positions au début de l'agrivoltaïsme qui étaient juste dogmatiques et ensuite, en parlant, ça s'est débloqué. Donc, ça dépend des labels. Il y a des cahiers des charges qui sont à respecter. D'accord. Je les prends au fur et à mesure qu'elles arrivent, ces questions. La SAFER et les chambres d'agriculture sont-elles favorables au schéma du portage proposé par Terraven? Alors, ce qui nous concerne, oui. Ouais. Oui, en fait, toutes les démarches ont été faites. Déjà, on a commencé par la SAFER, les chambres, et en fait, il n'y a pas eu de souci, quoi. Il y a eu un accompagnement de leur part. Plus de la SAFER, bien entendu, que de la chambre. On va parler d'argent. Quel revenu complémentaire peut être espéré pour les agriculteurs une fois les installations en place? Est-ce que c'est un calcul que vous avez déjà effectué, Loïc, Patrick? C'est pas encore tout à fait défini. Ouais. C'est une mise à disposition des terres pas très onéreuse, en fait. D'accord. Alors après, il n'y a pas de généralité là-dessus, mais je voudrais quand même en dire un mot. C'est pas 15 000. Voilà. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des développeurs qui proposent des sommes faramineuses, mais c'est des projets qui ne seront pas rentables, donc ils ne vont pas sortir en réalité. Ça bloque du foncier. Donc il faut faire très attention quand on voit des contrats avec des grosses rémunérations. Il faut rester quand même raisonnable sur le prix de la location à hectare, de l'indemnité à l'hectare. Quand on tourne autour de 1 500, 2 000 par hectare et par an, c'est raisonnable. Au-delà, il faut faire très attention. D'accord. En cours d'élaboration du projet, est-ce que vous vous êtes questionné sur l'utilisation d'engins agricoles électriques adaptés à l'usage? Non, Loïc? On ne s'est pas posé la question. Ce que j'ai oublié de dire sur la partie technique aussi, c'est des panneaux, en fait, c'est des trackers, en fait. Ouais. Nous, on aura à disposition, en fait, pour entrer dans le parc, de positionner les panneaux de façon à pouvoir passer avec tout type de machine. Oui, Voilà. ok. Quels éléments vous ont apporté les développeurs solaires sur la possibilité de faire vos cultures sous les panneaux? Question de Romain Novaretti. Les développeurs n'apportent pas vraiment de réponse là-dessus. Ils proposent des analyses de bureaux d'études, surtout, parce que leur rôle, c'est de nous accompagner sur la partie photovoltaïque et notre rôle, c'est de les accompagner sur la partie agricole. Ouais. Donc, il y a des bureaux d'études qui répondent à nos questions. En principe, les développeurs, ils ne sont pas forcément très, très bons en agronomie, comme nous, on n'est pas très, très bons en mécanique des panneaux. Question pour Hugues, sur la question de l'impact des ondes électriques sur un cheptel agricole. Est-ce qu'il y a des études existantes ou des contraintes connues? Une question intéressante, ça. Non, on sait qu'il y a des suspicions avec des lignes à haute tension qui auraient des effets sur la production. Voilà.
Pour le moment, l'agrivoltaïsme, on est qu'au balbutiement et ça fera probablement partie peut-être des sujets qu'il faudra aborder. J'espère pas. Pour ce qui, Enfin, en tous les cas, étudier, ouais. Ouais. Si le problème arrive, c'est que il faudra s'y pencher. Une question pour tous les quatre qui peut sembler légère, mais qui n'est pas tant que ça. Comment est-ce que le voisinage ou les habitants du secteur ont réagi face au projet? Pour l'instant, c'est pas sorti de terre. Non, c'est pas. Mais bon, après, les premiers échos, parce qu'on a quand même eu à discuter quand on est au niveau de la mairie, et il n'y a pas eu de frein. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Donc, Ils sont informés du projet? Oui. Oui. L'apporteur de projet a fait toutes les démarches pour ne pas être pris à dépourvu et justement. Pas de recours, Oui, une fois le ouais, projet bien ils sont avancé. quand même sérieux de A jusqu'à Z. C'est Ouais. qu'ils préviennent la population, ils font des photomontages, c'est quand même un dossier qui est quand même C'est ça. assez complet. Ouais, c'est ça. L'accueil, bon, il y a toujours quelques mécontents, mais je voudrais quand même, faut peut-être pas non plus oublier que je connais pas le contexte de l'Aveyron, mais en tout cas, ce qui nous concerne pour Lyon, on est dans des zones rurales qui deviennent reculées. Il n'y a plus de valeur qui est créée dans ces territoires. L'agrivoltaïsme et les énergies renouvelables, c'est une manière de faire revenir de la valeur dans les territoires, dans des zones où il n'y a plus rien. Alors, ça va probablement susciter des jalousies, parce que pourquoi plus chez l'un que chez l'autre, mais au global, il y a quand même de la valeur qui redescend dans les territoires. Et ça, on ne peut pas non plus le bouder, quoi. Ouais, tout à fait. Patrick, allez-y. Donc, très très bon accueil de la part de la mairie, en fait. D'accord. Et en fait, tout a été bien présenté, on a été très très bien reçus, on leur a présenté le dossier, tout s'est bien passé. Audrey, vous avez parlé d'irrigation des plantes aromatiques. L'installation de panneaux sur des parcelles irriguées est-elle acceptée plus facilement, vous demande-t-on? C'est Nabila Yekini qui vous demande ça. Alors, c'est-à-dire que ça dépend de l'exploitation, ça dépend de la production et ça dépend de l'accès qu'on a à une irrigation ou pas. Moi, sur cette partie-là, en particulier de l'exploitation, j'avais des sprinklers que je ne peux pas garder, qui étaient là quand je suis arrivée. Je ne peux pas garder ce système d'irrigation parce qu'avec les panneaux, ça ne va pas. Donc, il faut de la micro-aspersion qui a été financée par mon développeur puisque c'est extrêmement cher. C'est sûr que c'est un poste de dépense qui est énorme et qui peut aider. Et je pense que dans le cas de mon collègue, je crois comprendre que c'est de l'irrigation qui est placée sous les panneaux. Alors ça permet d'arroser à l'ombre avec un système d'irrigation qui est financé par le développeur. Donc c'est vraiment non négligeable pour l'agriculteur. Oui. Aussi, en fait. Ouais. Il y a pas, moins d'évaporation, on met moins d'eau. C'est quand même vert pour le coup, c'est très vertueux. Tout bénef, comme on dit. À quel moment est-ce qu'il faut consulter la Chambre d'agriculture et la CDPENAF? La Chambre d'agriculture tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire dès qu'on en a l'idée, parce que alors, les juristes peuvent aider notamment. Ils connaissent, eux, certains développeurs aussi. Et il y en a certains qui ont en ligne de mire, je dirais, notamment les développeurs qui peuvent proposer 15 000 € à l'hectare. Peut-être que la Chambre va appeler à la méfiance. Donc ça peut être intéressant. D'être en concertation avec eux sur tout le projet. En principe, les chambres d'agriculture n'aiment pas trop être prises au dépourvu par ce genre de projet. Donc, c'est bien de le co-construire avec eux en permanence. Il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Voilà, et puis ils siègent effectivement à la CDPENAF, ils construisent les études préalables agricoles. Donc, c'est bien de pouvoir tout co-construire avec eux, de sorte à ce que, quand on arrive à la CDPENAF, au final, c'est un projet qu'on a porté ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. On ne va pas nous demander vraiment des choses un petit peu pièges ou quoi, puisque c'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Et aujourd'hui, il y a des chambres qui sont très, très volontaires sur ce genre de projet. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Oui, la transparence, c'est quand même mieux. Qu'entendez-vous en termes de mauvais rendement agricole ou faible potentiel agronomique, notamment en culture tonnes à l'hectare? C'est une question de Guillaume Boujard. Les fameux hectares qu'on fait 54 ou en blé, c'est que c'est déjà des pas trop mauvaises années. Donc voilà, après le fait d'avoir de l'ombrage vous améliorera les choses. Tout à fait. Tous les projets présentés sont-ils en tracker mono-axe est-ouest? Alors là, c'est technique. Ou fixe? C'est une question de Yves Langlois-Merine. Bonjour Yves. Merci pour cette question. Très technique, on le connaît très bien, il fait partie de la FFPA. Donc pour mon projet, il le sait, c'est effectivement cette technologie-là qui a été retenue.
Voilà. D'accord. Est-ce que vous travaillez en conventionnel ou en bio? C'est Guillaume Boujard qui vous demande. Conventionnel? Ouais. Bio. En bio également. OK. Et une dernière question, est-ce que la question de l'articulation entre les travaux de mise en place de l'installation PV par le développeur et la continuité de l'exploitation agricole a été abordée? Et si oui, comment cela peut-il se mettre en œuvre pendant cette période de travaux? C'est Xavier Pidel qui vous pose la question, les uns et les autres. Alors, dans le cadre de la loi, ça a été abordé. C'est quelque chose qu'on a apporté à la FFPA, en particulier sur l'arrêté de contrôle et de suivi. Ouais. C'est un arrêté qui va permettre d'aller contrôler sur les exploitations qu'il y a bien une production agricole significative sous les panneaux. Et le ministère de l'Agriculture avait pour idée de commencer ces contrôles dès la première année. Et nous, évidemment, on est allé leur dire que ce n'était pas possible, puisqu'avec l'ampleur des travaux, la baisse de rendement autorisée par la loi est de 10%. Donc, je suis allée dire à monsieur Delcourt, qui était le conseiller de Mme Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de l'Agriculture. Alors, je vous assure que ce sera 90% la perte de rendement la première année. Donc, si là, vous allez chercher le contrôle, c'est sûr que vous démantelez la centrale. Donc, on a décalé à 6 ans. À partir de la 6e année, il y aura des contrôles, mais pas avant, justement, à cause de ça. Et ensuite, on parle de contrats de gré à gré, de droit privé. Donc, c'est des choses qui doivent, pour les agriculteurs qui nous écoutent, qui doivent être prévues, effectivement. La compensation de la perte de revenus. Parfois, elle est prévue au titre de la compensation agricole. Ça, c'est la CDPENAF qui en décide. Parfois, non. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec vos développeurs. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui. On a le temps de prendre encore 2 petites dernières questions. Est-ce que vous avez bénéficié d'aides financières durant ces études par vos développeurs? On ne pouvait pas tout leur demander. Loïc? J'ai eu un revenu sur la promesse de bail qui avait été faite. D'accord. OK. Comment a été la réaction de la Chambre d'Agri, passage de grandes cultures intenses en prairies permanentes? C'est pas le cas, ça reste toujours de Oui. la grande culture, donc il Ouais. n'y a pas de... Pour mon côté, la Chambre d'agriculture a accueilli le projet plutôt dans le bon sens. Dans le sens où ils étaient finalement contents, entre guillemets, que ça garde une vocation céréalière, pour ma part. Une toute dernière question, on va faire un tout dernier tour de table. Pourquoi, alors quel message est-ce que vous avez envie de transmettre aux agriculteurs qui nous regardent, qui nous écoutent? Pourquoi se tourner vers l'agrivoltaïsme? Qu'est-ce que vous en attendez les uns les autres? Même si on l'a compris, hein, ce sont des projets qui vont voir le jour à l'horizon de encore quelques années, quoi. Je fais un dernier tour de table. Loïc? Moi, je vous dis, c'est pérenniser l'exploitation, voir peut-être que ça nous permette de faire d'autres projets. Donc, c'est voir l'avenir et puis pérenniser aussi le territoire. Ce qui est, comme dit Hugues, c'est quand même important. Je pense que le territoire a quand même besoin de routes et il n'y a plus vraiment d'industrie dans nos secteurs. Donc, s'il n'y a pas l'argent des énergies renouvelables, c'est beaucoup de projets agricoles et para-agricoles qui vont permettre d'être faits par rapport à ces projets, je trouve. Mais moi, c'est surtout permettre l'installation de Vincent, en fait, d'acquérir une exploitation à plus ou moins long terme, quoi. On est vraiment dans la Et en sécurité. transmission, sécurité. Ouais. Hugues? Une manière de diversifier, moi je vois ça surtout ça comme ça, une manière de diversifier le chiffre d'affaires de l'exploitation, une manière d'apporter un peu de la sécurité par rapport à la pose de ces panneaux et la conduite de ma troupe de moutons. Et puis de concorder un petit peu les deux, toujours production agricole et énergétique. Bien sûr. Alors, d'un point de vue personnel, de la sérénité, c'est sûr, parce que ce rendement, ces finances supplémentaires vont permettre au moins de financer la ferme qui, aujourd'hui, j'ai acheté à crédit et au fur et à mesure, en réalité, ça va me la rembourser. Donc, c'est sûr que c'est une grosse sérénité. Et puis, d'un point de vue un peu plus large, sur le territoire, ça va être des retombées économiques qui vont permettre
réparer les routes que j'emprunte, mais pas uniquement moi. Et puis les écoles, etc., ça peut être, c'est très important pour dynamiser le territoire. Et d'un point de vue national et même supranational, c'est un enjeu quand même énorme de produire de l'électricité verte. C'est pas un petit sujet. Souvent, quand on parle d'agrivoltaïsme, on oublie de dire on produit de l'énergie verte, mais c'est quand même ça l'idée. Et on a des objectifs nationaux qu'on se doit de remplir devant l'humanité, en fait, pour la survie de la planète. Il faut y aller. Donc, ce ne sera pas que l'agrivoltaïsme, mais il faut le faire aussi. Et je trouve que c'est enthousiasmant de se dire qu'on fait partie de ce grand projet d'essayer de limiter le problème. En tous les cas, merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci pour la grande qualité, la grande précision de vos témoignages et de vos propos. Et puis toutes ces questions, elles n'étaient pas préparées, elles nous sont arrivées comme ça spontanément. Vous y avez répondu avec brio. Bravo. On l'a compris, hein, malgré une situation institutionnelle encore assez précaire, beaucoup de travail reste encore à mener pour compléter le cadre juridique de l'agrivoltaïsme aujourd'hui en France. On l'a vu aussi à travers ces différents témoignages. Il est possible dans notre pays aujourd'hui de mener des projets agrivoltaïques pertinents, solides, pérennes. On continuera évidemment d'en parler à l'occasion de la seconde édition des Assises françaises de l'agrivoltaïsme qui sera organisée en décembre 2024 par la FFPA. Je remercie également les équipes de France Agricole Factory qui m'ont aidé à préparer cette session. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À très bientôt.